Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais poursuivre la série de vidéos sur le bilan archéologique en Côte d'Ivoire. Et j'avais commencé à parler du bilan archéologique dans la zone forestière. Je vais l'achever rapidement pour aborder la période de la proto-histoire. Alors, donc cet ouvrage sur le bilan et les perspectives de la recherche archéologique en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, cet ouvrage a été écrit par Hélène Timpoko, qui est non Kabore, par Loukou et puis par Chessekom. Alors, à propos des célèbres haches rituelles ivoiriennes, caractérisées par leur longueur exceptionnelle, à savoir 70 cm pour un exemplaire trouvé à Lovidje. Lovidje, c'est un pays abais. Et qualifié de néolithique du fait de leur polissage, leur attribution chronologique est tout à fait incertaine. L'une d'entre elles, accompagnée de perles de quartz, fut également découverte dans un dépôt à Ebimpe. Ça, c'est un pays haché. Alors, je vais vous montrer ça. C'est sur la figure 10. Voilà la figure 10. Donc, voilà cette hache-là, trouvée à Ebimpe, qui est assez longue. Voilà. Les haches rituelles. Alors, c'est dû aux travaux de Chenorkian, réalisés en 1983. Parmi les sites du sud de la Côte d'Ivoire qui ont donné des informations importantes permettant d'avancer sur la connaissance de ce type de matériaux, on peut citer celui d'Ania Krendiabo. Ania Krendiabo, c'est-à-dire dans la région de Agny-Sanvi, dans la région d'Aboissou actuelle. Au nord de la lagune Abi, on a découvert qu'au nord de la lagune Abi, justement, Chenorkian a découvert le même type de hache. Alors, il attribue cela à la période du mésonéolithique, dans un premier temps, avant de se raviser et de parler de néolithique. Que c'est dans la période néolithique c'est de la période néolithique que date cette hache-là, qui a été découverte. C'est des haches rituelles. C'est des haches rituelles. Donc, on prend ça pour faire des cérémonies religieuses. C'est toujours en 83 que Chenorkian a fait ses travaux-là. Alors, sur le site, il constate une absence de céramique, mais un matériel lithique, c'est-à-dire en pierre, abondant et varié, en quartz microlithique, c'est-à-dire en quartz, mais c'est des petites pierres, très fustes. Les vestiges lithiques, c'est-à-dire de pierres néolithiques, les vestiges lithiques néolithiques, sont composés de grattoirs, d'anticulés simples sur éclat, d'anticulés sur galets, d'éclats à coche d'anticulés, de lamelles brutes, de perçoirs, de gros éclats à retouche bifaciales, c'est-à-dire à deux faces, etc. De nombreuses petites haches polies, découvertes hors contexte archéologique et non datées. Malheureusement, donc vous voyez qu'il y a certains matériaux qui ne sont pas datés, ont été mis à jour dans le sud-est du pays. Dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les parties qui vont dans la région d'Aboissou, les îles Ouotilé, etc. L'attribution chronologique et l'interprétation de ces pièces restent incertaines, d'autant plus qu'elles peuvent appartenir à des contextes pré-agricoles et au contraire ont été utilisées bien après les débuts de la métallurgie de fer. Alors à ce propos, on peut citer les travaux de Jean Paulet, qui datent de 1988. Un grand nombre de polissoirs et de meules sont également identifiés en zone sud forestière ou à la lisière de la forêt
et de la savane sur des affleurements granitiques comme dans la localité de Tumodi, à Asakara et à Lorombo Boka ou Orombo Boka. Bon, on peut dire Orombo Woka, comme disent mieux les Baoulés. Où de nombreux sites ont été identifiés et étudiés, notamment Davis en 1964 et 1967, Perrault en 1968, Mouni en 1972, Bernardine Bio en 1993, Boadi en 2010 et 2016, Kino Kaboré en 2014. Plusieurs datations absolues ont été obtenues sur des sites de la zone côtière et forestière ayant fourni du matériel lithique dans les alluvions de la Bété. C'est une rivière, la Bété ici, c'est une rivière qui se trouve dans la région d'Anyama. À 150 mètres de profondeur, au pied du gisement paléolithique d'Anyama. Voilà, c'est ce que je vous disais. Paradis a découvert des haches polies avec des tessons et des restes de végétaux qui ont été datés à 3390, de 3390 à 90 avant Jésus-Christ. Provenant d'un terrain remanié, la datation est sujette à discussion. Bon. Donc là, ils ne sont pas d'accord sur la datation. C'est ce que révèle Jean Paulet, notamment en 1988. Alors, toujours sur le bilan de cette période-là, le territoire ivoirien est occupé au cours de l'Holocène récent. Bon, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vraiment, l'Holocène récent, bon, vous voyez, les archéologues, ils ont un langage toujours pas facile, mais je pense que ça doit concerner peut-être une partie de la période du néolithique. Les populations ont laissé différents types de vestiges, dont des outils lithiques, c'est-à-dire en pierre, taillés ou polis, très bien conservés. Le plus souvent, sous des amas coquillés. Les amas coquillés, ce sont les huîtres et autres que les gens ont mangé, et puis bon, le reste là est jeté. Voilà, c'est cela. J'en ai déjà parlé. Et j'ai dit que le professeur Kwaku Kwasi Siméon a fait d'importants travaux sur les amas coquillés dans la zone lagunaire de Côte d'Ivoire. Des synthèses restent à faire au niveau de la documentation céramique importante en termes de quantité mise au jour dans le pays, afin de disposer d'un référentiel typologique qui permettrait de mieux appréhender le phénomène néolithique en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est la période du néolithique. Voilà. Je vais aborder un peu dans la vidéo la période de la proto-histoire et la période historique. Donc la période de la proto-histoire, c'est la période qui vient juste après le néolithique. Ces périodes comprennent l'âge du fer, la période des royaumes précoloniaux et l'époque des premiers contacts avec les Occidentaux. Vous voyez, les Africains, nous les Africains, on allait directement à l'âge du fer. Les autres, les Européens, autres sont passés par le bronze. Non, nous, Africains, directement, nos ancêtres sont allés à l'âge du fer. La plus grande partie des sites archéologiques recensés sur l'espace ivoirien appartient chronologiquement à ces périodes. Ces emplacements se caractérisent par des vestiges céramiques et métallurgiques et métalliques, ainsi que des objets pouvant provenir d'un commerce à longue distance et témoignent souvent d'une occupation très dense. Cela veut dire que, vous voyez ce qui est dit ici, c'est important, c'est-à-dire que déjà, durant la période de la proto-histoire, c'est-à-dire juste après le néolithique, vous voyez qu'on vous parle déjà de commerce à longue distance. On vous parle déjà de commerce à longue distance. Vous voyez. Donc, nos régions étaient en relation. Ce ne sont pas les Caucasiens, les Blancs qui sont venus mettre les différentes régions là en relation. Même les régions éloignées étaient en relation commerciale. C'est ce qui est dit ici. Et déjà, après le néolithique déjà, c'est-à-dire dans la période de la proto-histoire, bon voilà, ça se fait. Parce que le néolithique, ça commence 12 000 ans avant Jésus-Christ.
Alors, à ce propos-là, concernant la proto-histoire, on va voir ce qui se passe dans la savane. Les sites proto-historiques et historiques identifiés dans le nord du pays sont essentiellement des sites métallurgiques et des sites dits urbains. Vous voyez, urbains, c'est-à-dire déjà des villes. La production du fer a été un élément essentiel dans l'organisation et la structure des sociétés précoloniales en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. En effet, la maîtrise du fer a conduit à la confection d'armes pour les conquêtes militaires permettant la mise en place d'entités politiques et sociales. Elle a également permis l'acquisition d'outils plus performants qui ont conduit à l'amélioration et à l'accroissement des rendements agricoles. Voilà, c'est ça. Ce métal a donc joué un rôle important dans l'organisation sociale, économique, politique et militaire des sociétés africaines. On a vu, par exemple, dans le Nord, notamment chez les Malinké, etc., qu'il y a des familles de forgerons. Il y a des familles de forgerons. Voilà. C'est de ça qu'il est question ici, les familles de forgerons. Les Koné, les Bamba, etc. L'introduction de la métallurgie dans les sociétés a constitué une véritable révolution, tant les bouleversements qu'elle a engendrés ont impacté l'histoire des sociétés africaines. Depuis quelques années, la thématique de la métallurgie ancienne du fer intéresse nombre de chercheurs de tous les continents. Bon, là, le nom de la personne est tellement compliqué. Dekerdres 2001, Chesekom 2001, Bokoum 2001, Kietega 2009. Toutes ces personnes ont fait des travaux sur la question. En Afrique de l'Ouest, des études sur ce thème englobant diverses disciplines telles que l'archéologie, l'histoire et l'anthropologie ont été enregistrées depuis plusieurs décennies dans des programmes bien définis. Cette démarche a permis la constitution de synthèses dans différents pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. En Côte d'Ivoire, des recherches ont été conduites sur cette thématique par Lemassou Fofana dans le cadre d'une thèse de doctorat d'État sur la métallurgie ancienne du fer en Côte d'Ivoire. Ces recherches ont abouti à la publication d'un article en 1993. L'un de nous a également entrepris, c'est-à-dire Keno Kaboré même, à partir de 2004, des recherches sur ce sujet en Côte d'Ivoire, permettant ainsi d'avoir une idée de la richesse des sites sidérurgiques sur le territoire ivoirien et de mettre en place un projet de recherche programmé sur cette thématique-là, Keno Kaboré 2006, 2009, 2012. Alors vous voyez, alors la métallurgie là, le fer qui est travaillé pour fabriquer des outils là, mais ça aussi c'est la science, c'est la création, c'est des découvertes. Quelquefois on entend les gens qui disent blanc est fort. Non, arrêtez ça. Les découvertes datent de longtemps. Ça date de longtemps. Et la découverte de la métallurgie du fer, c'est important. Ça, comme vous le voyez ici, on le dit, ça a changé les choses. Ça a amélioré l'agriculture, ça a permis de créer des cités, même malheureusement aussi, ça a entraîné des guerres. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Alors donc, on note bien une richesse de ces sites sidérurgiques sur le territoire ivoirien, qui mettent on peut mettre à ce niveau-là donc un projet de recherche, un programme de recherche sur cette thématique-là. C'est ce que Keno Kaboré et puis Loukou et Chesekom proposent. L'existence de la métallurgie ancienne du fer sur le territoire ivoirien est attestée depuis le début du premier millénaire de notre ère suite aux fouilles de Kong dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment les travaux de Diabaté. Voilà, c'est ça. En 1979. Voilà. En 2010, un projet dénommé Origine et développement de la métallurgie du fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso est mis en place sous la conduite de Semels de l'Université de Fribourg
et de Kinon Kaboré de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour le volet ivoirien du projet. Les résultats de ces interventions confirment la richesse du territoire en site de l'âge du fer et permettent une première chronologie absolue sur la base de plusieurs datations. En effet, les résultats, après 4 années de recherche intensive sur le terrain, marquées par des prospections et des campagnes de fouilles, sont intéressants. Les datations obtenues sur les sites de Siola et de Doumbala, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, région du Folon et sous-préfecture de Kaniasso, permettent de remonter jusqu'au 2e millénaire de notre ère, Kinon Kaboré 2012. En effet, dans l'état actuel des recherches, après les investigations des sites de la région d'Odiéné et de Kaniasso, les datations sont comprises entre 1000 à 1900 après Jésus-Christ, soit près de combien d'années? 900 ans d'histoire qui révèle une production intensive dans la longue durée. L'intensité de cette production sidérurgique nous amène à supposer qu'elle était destinée à des marchés aussi bien internes qu'externes à la région. Donc, vous voyez, les gens faisaient des productions métallurgiques. Bon, ils consommaient, mais aussi ils vendaient aussi à l'extérieur. C'est cela. Les recherches se sont intensifiées ces 4 dernières années dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, dans les zones d'Odiéné, Korogo et de Mbengue, qui ont livré différentes concentrations de sites d'extraction et de réduction du minerai de fer. On parle de la figure 11 que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà la figure 11, voilà, où on voit notamment des sortes de hauts fourneaux. Voilà. De ces sites métallurgiques des deux dernières régions citées, avec une diversité de traditions métallurgiques. Dans un rayon de 150 km, notamment les travaux de Kinon Kaboré 2012. Ces traditions ont été caractéristiques quand on tient compte, entre autres, de la forme et du fonctionnement des fourneaux, des artefacts qui étaient présents et de l'organisation de l'espace, etc. Une différence fondamentale au niveau de l'organisation spatiale de l'aire de réduction a été remarquée à 3 modes principaux. Le premier est celui qui s'organise en un fourneau central entouré de gros amas de scories dérivant du fourneau en anneau. Le second se caractérise par l'alignement de fourneaux lignes sur près de 55 mètres au maximum, orientés selon l'axe nord-sud. La troisième présente des fourneaux disposés en cercle observés sur 2 sites, à Kantara et Zélédo, dans la région de la Bagou. Voilà, je vous présente encore, vous voyez, c'est au fourneau là, j'espère que vous verrez. La luminosité est un peu faible aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer à présenter cette série d'ouvrages, cette série sur l'ouvrage de Kinon Kaboré, de Louko et de Fusekom. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.